Bonsoir, ici Philippe Tremblay-Perrotte et bienvenue au bulletin de nouvelles du samedi 27 avril. Ce soir, à Top Chrono. Des éducateurs spécialisés se sentent bouleversés par leur situation financière et sont forcés de repousser leurs études. On a des TES qui sont en arrêt de travail à cause de l'épuisement professionnel. Une loi censée protéger les victimes d'exploitation sexuelle est soupçonnée d'engendrer l'effet contraire. C'est surtout qu'il y a plusieurs sex workers qui sont indépendants, donc ils n'ont pas nécessairement de pimp, comme dans l'image vraiment où que la personne est en exploitation sexuelle. Mais d'abord, des manifestants pro-Palestine prennent d'assaut le centre-ville de Montréal et revendiquent une aide fédérale au peuple palestinien. Tout cela et bien plus ce soir à Top Chrono. En réponse au bombardement israélien de Rafah, ville refuge des Gazaouis, une manifestation d'urgence est organisée le 12 février dernier à Montréal, en soutien au peuple palestinien. Nous avons la chance d'avoir en studio Dounia Benchek, qui était présente lors des événements. Bonsoir Dounia. Bonsoir Philippe. Alors d'abord, quels sont les différents objectifs que les manifestants espéraient atteindre en prenant part à ces manifestations? Eh bien, comme tout type de manifestation, le but est de se faire entendre. Ici, on a une manifestation vraiment d'urgence dans le but de répondre rapidement et de manière organisée à un acte qui s'est passé très rapidement également. Et en quoi pensez-vous que les manifestations et la pression publique peuvent contribuer à résoudre le conflit? En fait, les manifestations ne sont pas là pour résoudre le conflit, mais vraiment pour ouvrir les yeux au gouvernement. Et en fait, on le voit aussi au niveau des chefs d'entreprise, comme les boycotts envers Starbucks ou McDo. On a vraiment une pression qui se fait sur ces personnalités. Ok, intéressant. C'est loin d'être la première fois que Gaza se fait bombarder par Israël. Pourquoi ce bombardement-ci sur la ville de Rafah était si important et qu'il a fait couler tant d'encre? Il a fallu vraiment réagir très rapidement parce qu'au début du conflit, qui s'est activé en octobre, on a demandé aux Gazaouis de quitter la ville de Gaza pour éviter d'être bombardés. Donc pour sauver les civils, l'État d'Israël a demandé à ce qu'ils bougent vers la ville de Rafah. Maintenant, on a une attaque envers Rafah. Ça se demandait vraiment si on ne tente pas d'éliminer juste les Palestiniens et non pas juste bombarder la ville de Gaza. Et comment envisagez-vous la possibilité d'un dialogue et d'une coopération entre les communautés israéliennes et palestiniennes pour parvenir à une paix durable? Honnêtement, ça va être très compliqué de vous donner une réponse aujourd'hui pour ça. On espère qu'au bout d'un moment, on atteindra une réponse qui mènera à une sorte d'armistice, on va dire ça. Mais pour l'instant, ça reste très compliqué, surtout que la Palestine a un soutien complet des États arabes, là où Israël a un total soutien de l'Occident. Donc ça reste assez compliqué, c'est vraiment une guerre très très politique. De quelle manière encouragez-vous à l'éducation et à la sensibilisation du public sur la question palestinienne au-delà de cette manifestation? Alors moi, ce que j'apprécierais le plus, c'est vraiment qu'on commence à apprendre aux gens que ce n'est pas un combat religieux, mais vraiment un combat gouvernemental. C'est vraiment très politique, c'est politisé à tout niveau, c'est vraiment l'Occident qui soutient Israël contre les États arabes. On a vraiment ce problème-là. Après, plus tard, la meilleure sensibilisation, ça sera d'apprendre pourquoi est-ce qu'on bombarde une ville, pourquoi est-ce qu'on a une réponse. Et voilà, ce serait vraiment de revoir toute cette guerre au plus tard dans les chapitres d'histoire. Ah, ben, ok, merci beaucoup. Comment les médias, finalement, et la couverture médiatique influencent-ils la perception du conflit israélo-palestinien dans le monde entier? Puis quel rôle joue-t-il dans la sensibilisation du public à cette question, selon vous? Alors c'est sûr que les médias qui vont beaucoup médiatiser du coup le conflit vont donner un point de vue à tout le monde et donner la possibilité de se forger son avis. Les réseaux sociaux jouent encore plus là-dedans. C'est une guerre qui est vraiment très médiatisée sur tout ce qui va être médias, internet, tout ça. Évidemment, comme je l'ai dit précédemment, on a vraiment une occidentalisation de ce conflit. On a vraiment une réponse de l'Occident et une réponse des pays arabes. Donc, en fonction du pays où vous vous situez, vous aurez une vision différente au niveau des médias. Merci Dounia pour votre regard toujours juste sur la situation. Merci beaucoup Philippe. Au revoir. Merci. On est vraiment pas payé cher, puis on fait beaucoup, puis c'est beaucoup d'heures.
Salaire trop bas, manque de main-d'œuvre et charge de travail trop élevées. Les professionnels œuvrant dans le domaine de l'éducation spécialisée commencent à s'essouffler. Notre journaliste Rose Nobert s'est rendue auprès d'élèves ayant besoin d'assistance pour prendre le pouls de la situation. Oui, alors ce n'est pas une surprise pour personne. Les éducatrices et éducateurs en éducation spécialisée œuvrent dans des conditions de travail assez précaires. On parle notamment de salaires trop bas, manque de main-d'œuvre, charge de travail trop élevée. On a ici Myriam Paradis pour nous en dire un mot. Dans le fond, ce qui arrive dans nos milieux, c'est qu'on a des TES qui sont en arrêt de travail à cause de l'épuisement professionnel, puis on a des TES qui sont en arrêt de travail à cause des blessures infligées dans le milieu. Elle travaille notamment dans une école où les jeunes ont des troubles d'adaptation scolaire assez graves ou des troubles de comportement, et elle témoigne de son quotidien. Alors à chaque jour, qu'est-ce qu'on retrouve dans sa journée, les difficultés auxquelles elle fait face. Mais ça va plus être des blessures, on peut se faire tirer les cheveux, ce qui fait qu'on a des maux de dos. On peut se faire plaquer au mur, on peut... L'auteur et conférencier en prévention du suicide, David Goudreau, s'est rendu à l'Université de Montréal mercredi dernier pour y donner une conférence sur le suicide et a témoigné notamment de l'importance des intervenants dans notre système d'éducation. On écoute ce qu'il a à dire. Je pense que les écoles sont un lieu qu'on devrait vraiment investir au niveau des intervenants, que ce soit psychologues, TS, éducateurs. Les ados, les enfants qui ont affaire à des bons intervenants en cours de route, quand ils vont être plus grands, en crise, vont être plus ouverts à aller consulter, à avoir de l'aide. Selon des données récentes du ministère de l'Éducation, le salaire de base d'une éducatrice spécialisée commencerait à 24 et 78 $ de l'heure. D'autres travailleurs œuvrant dans des domaines similaires se sont eux aussi plaints des salaires très bas. On est vraiment pas payé cher, puis on fait beaucoup, puis c'est beaucoup d'heures, puis c'est vraiment fatigant. T'es tout le temps là avec les enfants, tu les supervises, tu fais des activités, tu fais des portraits, tu parles aux parents. Rose Nobert pour Top Chrono. Enfin, le chemin Roxham va être fermé. Là, je pense que c'est une belle victoire, une très belle victoire pour le Québec. C'était il y a maintenant 1 an que le gouvernement Legault annonçait la fermeture du chemin Roxham, jusque-là un point de passage irrégulier des demandeurs d'asile entre le Canada et les États-Unis. Ces immigrants venaient pour la plupart du sud du continent américain. Situé entre les villes de Saint-Bernard-de-la-Colle au Canada et de Champlain aux États-Unis, le chemin Roxham s'est vu accueillir en 2022 pas moins de 50 000 demandeurs d'asile. Mais depuis 2023, le gouvernement fédéral est clair, les demandeurs d'asile en situation irrégulière ne sont plus acceptés sur le territoire. Pourtant, la fermeture du chemin Roxham n'a pas diminué le nombre de demandeurs d'asile irréguliers. Une situation prévisible selon Delphine Masse, coordonnatrice des communications pour la table des concertations des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. On savait d'avance que fermer le chemin ne diminuerait pas pour autant le nombre de personnes en demande d'asile. Au contraire, depuis 1 an, il ne cesse d'augmenter, il continuera d'augmenter. Fermer le chemin, c'était aussi envoyer un message fort de dire que ces personnes ne sont pas les bienvenues, alors que le Canada a des obligations en matière de protection et d'accueil. Selon Statistique Canada, le nombre de demandeurs d'asile s'est élevé à 54 000 au Québec et à 150 000 au Canada en 2023. Quoique la décision divise encore, les enjeux migratoires restent au cœur des débats publics, alors que le gouvernement Trudeau refuse de donner les pleins pouvoirs en immigration au Québec. Le projet de loi C-36, adopté il y a bientôt 10 ans, cherchait à protéger les victimes d'exploitation sexuelle. Aujourd'hui, certaines personnes qui travaillent dans le monde de la prostitution disent que cette loi a eu l'effet contraire. Voici le reportage de notre journaliste Lucas Zanetti, qui s'est penché sur la question. Vendre des services sexuels est légal au Canada, mais il est interdit d'en faire la promotion. Les clients, eux, n'ont pas le droit de solliciter ou de payer pour faire appel aux services de travailleuses du sexe. Avec la loi C-36 adoptée en 2014, le gouvernement canadien voulait reporter le fardeau de l'illégalité sur les acheteurs des services sexuels et les proxénètes. Cependant, pour la loi C-36, le terme proxénète reste très large. Les tierces personnes là, peuvent être criminalisées. Donc, les tierces personnes, c'est chauffeurs, employés de sécurité, tous ces gens-là, dans le fond, qui peuvent
aider la travailleuse du sexe à faire son métier, la protéger, puis tout ça. Toutes ces personnes-là ne sont pas légales. Gabrielle Vaudry souligne également que l'impossibilité pour les professionnels du sexe d'indiquer leurs services offerts peut présenter certains enjeux de sécurité. Ils peuvent pas écrire, par exemple, mettons, fellation 50 $. Il faut qu'ils écrivent 1 heure, 250 $. Ça peut pas être un service sexuel qui est rémunéré. Les clients savent jamais trop à quoi s'attendre quand ils vont dans un rendez-vous parce que la travailleuse du sexe, elle n'a pas pu nécessairement établir ses limites, elle n'a pas pu en parler parce que c'est pas légal de le faire. Ces restrictions ont été adoptées dans un but de protéger les personnes prostituées qui sont considérées, sans exception, comme des victimes d'exploitation sous la loi C-36. Mais est-ce la réalité de toutes les personnes impliquées dans le monde des services sexuels? Selon Maggie Desmarais, intervenante dans le programme Travail du sexe chez l'organisme communautaire Réseau, les limites de cette loi ne sont pas entièrement représentatives de la réalité des choses. C'est surtout qu'il y a plusieurs sex workers qui sont indépendants, donc ils n'ont pas nécessairement de pimp, comme dans l'image vraiment où que la personne est en exploitation sexuelle puis qu'il y a quelqu'un qui la gère. Alors que là, en fait, c'est que n'importe qui va aider la sex worker, donc que ce soit sa comptable ou quelqu'un qui va prendre ses rendez-vous à sa place, va compter comme si c'était un pimp. Amy Belrose, qui est travailleuse du sexe indépendante depuis environ 7 ans, rejette cette étiquette de victime qui est souvent apposée aux professionnels du sexe. Que dire qu'une travailleuse du sexe comme moi est exploitée, c'est vraiment faux. Là. J'ai choisi de faire ça. Oui, je peux me sentir un peu plus exploitée que quand j'étais dans un salon de massage puis dans une agence d'escorte. Sauf que là, je suis indépendante, c'est moi qui choisis mon horaire, c'est moi qui choisis mes clients parce que si je peux, j'ai le loisir de choisir mes clients, c'est moi qui texte avec ma clientèle. D'ailleurs, Amy souligne que ce choix de carrière lui procure plusieurs bénéfices en tant que travailleuse indépendante. Je fais ce que je veux quand que je veux. Ça me permet de faire une conciliation de travail-famille que certaines personnes qui ont un job de 8 à 5 ont de la difficulté à faire. Malheureusement, son travail peut mener à certains préjugés. Par exemple, moi, à l'hôpital, quand j'ai accouché de ma fille, j'ai été obligée un peu d'en parler de mon travail. Puis, ils ont fait aussitôt un signalement à DPJ en disant que mes enfants risquaient de la négligence. Mais c'était comme juste le fait par rapport à mon travail. Mais moi mes enfants, ils n'ont aucune forme de négligence. Je ne sais pas si tu me suis. Là. C'est comme j'ai déjà fait un cadre de vie normal à mes enfants, même si je fais le travail. Fait que ça, c'est un gros stigma. Maria Mourani, criminologue et sociologue spécialisée notamment dans la traite de personnes et la prostitution juvénile, se questionne sur la notion du choix dans de tels contextes. Mais on sait que la majorité ont commencé mineurs. Quand on regarde ce bassin-là, est-ce qu'il y a un réel choix? Le fait que tu payes pour qu'une personne couche avec toi, tu es déjà dans un rapport de pouvoir, dans un rapport commercial, dans un rapport de pouvoir où la personne en face de toi n'est pas un humain, mais un objet que tu achètes. Intrinsèquement, la prostitution est une violence. Pour Amy, la perpétuation de cette idée contribue à la stigmatisation qui est souvent liée au travail du sexe. En longtemps que tu respectes tes limites, c'est correct. Mais là, de là à dire qu'on est violenté, non. J'ai été beaucoup plus violentée en dehors de mon travail que dans mon travail. Ça, encore une fois, c'est un préjugé. Là. C'est quand même ridicule. Là. Comment alors mieux protéger les personnes qui travaillent dans ce milieu? Pour plusieurs, la décriminalisation semble être l'option privilégiée. Dans le fond, il faudrait décriminaliser le travail du sexe. Ça serait la décriminalisation complète. Là. Si c'était décriminalisé, je pense que ça aiderait vraiment la communauté du travail du sexe à avoir leurs droits au même titre que n'importe qui. Pour Maria Mourani, la réponse n'est pas si simple. C'est une façon de détourner, de dire tu peux être proxénète, on ne va pas t'arrêter, tu peux exploiter autant de femmes que tu veux ou d'hommes. Si on t'attrape, tu ne seras pas criminalisé. Lucas Saniti pour Top Chrono. Et plus tard à l'émission, nous rencontrons la journaliste Anaïs Vuagnou au sujet de la représentation des femmes dans les médias en 2024. À tout de suite. Après des années d'intenses luttes contre le virus de l'immunodéficience, le VIH demeure relégué aux marges de l'attention médiatique et politique. Constat dangereux lorsqu'on prend conscience du manque de connaissances sur le sujet par le grand public. Un reportage de Tina Kieffer. Si on avait justement cette discussion avec le gouvernement, on pourrait faire avancer plus rapidement les choses. L'invisibilité du VIH par toutes les instances québécoises, gouvernementales ou médiatiques, persiste et influe sur l'opinion publique. Ce manque de visibilité face à un virus toujours aussi dangereux et une augmentation importante des nouveaux cas est due à une banalisation générale du sida ces dernières années.
Il y a rien. Ça fait 11 ans que je suis à Montréal, j'ai jamais entendu de prévention. On a tout délaissé. Que maintenant, on a tendance à moins en parler parce qu'on pense que ça n'existe plus, alors que c'est toujours aussi présent. Et, notamment, il y a beaucoup de jeunes qui se protègent moins qu'avant. Dernièrement, les jeunes, vu que les médicaments sont meilleurs, font beaucoup moins attention au VIH. Je trouve que la jeunesse connaît rien de cette maladie. Non, je ne sais pas s'il y a suffisamment d'éducation par rapport à ça. Un manque d'information dangereux pour les adultes, mais aussi auprès des plus jeunes. L'absence de cours d'éducation sexuelle ou de prévention pourrait potentiellement accroître les chiffres auprès des jeunes porteurs dans un futur proche. Se faire dépister est toujours le meilleur moyen donc, de savoir et de pouvoir avoir accès au traitement par la suite donc, et d'avoir une vie saine. Qu'il y ait des populations qui soient plus à risque, personne n'est à l'abri. De ce fait, les spécialistes et porteurs du VIH appellent à sensibiliser, parler davantage aux jeunes dans les médias, sur les réseaux, à l'école, au sujet des maladies sexuellement transmissibles pour éviter un retour 30 ans en arrière. C'était Tina Kiffer pour Top Chrono. Journaliste, animatrice, rédactrice en chef, les femmes font partie prenante de l'univers médiatique en 2024. Que ce soit dans les journaux ou sur les terrains de guerre, elles vivent des enjeux propres à leurs conditions de femmes. Nous avons la chance d'avoir Anaïs Vuagnou, elle-même une femme journaliste, ici en studio. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Philippe. Alors, d'abord, comment les médias peuvent-ils jouer un rôle plus actif dans la promotion de l'égalité des genres et la lutte contre les discriminations basées sur le genre? Ben déjà, c'est d'avoir quand même des rédactions qui soient quand même paritaires, dans le sens où on a autant de femmes que d'hommes. Mais ce que j'ai vu à travers aussi mon reportage, c'est que même si les femmes sont en égalité, je veux dire, hommes et femmes en termes de répartition, elles ont quand même des emplois qui sont plus précaires. Donc on peut œuvrer pour donner des postes de pouvoir aux femmes, de les mettre en position de rédactrice en chef ou alors de productrice, de leur donner plus de pouvoir au sein des rédactions et pas juste des places. D'ailleurs, c'est un magnifique reportage qui est sur le site de Top Chrono. Vous pourrez aller voir à la maison. J'aimerais savoir, Anaïs, au cours de ton reportage, est-ce que tu as pu voir quels progrès qui ont été réalisés ces dernières années en matière de représentation des femmes dans les médias et quels défis persistent encore aujourd'hui? Eh ben, on le voit quand même dans mon reportage avec Lynn Paget, qui est une ancienne journaliste de Radio-Canada. Elle disait qu'il y a 30 ans, il y avait quand même moins de femmes. Maintenant, il y a quand même une évolution, il y a plus de femmes, les rédactions embauchent plus, et puis on reconnaît leurs talents et leurs particularités. On dit une écriture dite féminine, mais en fait qui est reconnue, basée sur le care, mais aussi d'autres choses. On les accepte plus dans le journalisme politique, mettons. Après, il y a d'autres choses à faire au niveau... j'ai parlé du Canada, mais j'ai aussi parlé de la France. Il y a des choses à faire au niveau français, puisque le MeToo, ce qui est expliqué en tout cas dans le documentaire, dans le reportage, c'est que le MeToo n'a pas eu l'effet escompté, en tout cas en France. Il y a beaucoup trop de femmes encore qui sont agressées sexuellement par des rédacteurs en chef. Dans le milieu journalistique, là. Dans le milieu journalistique, dans les rédactions. On parlait notamment de la tour TF1 avec Cécile Delarue, qui est une des journalistes qui a porté plainte contre PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, qui était un grand journaliste français. Et en fait, ce qui est expliqué, c'est que même si les dénonciations sont faites, les têtes ne tombent pas assez dans les rédactions. Donc c'est à ce niveau-là, écouter c'est bien, agir c'est mieux. Quel rôle les réseaux sociaux et les plateformes numériques jouent-ils dans l'autonomisation des voix des femmes dans les médias? Et quelles sont les opportunités et les défis associés à cette évolution? Pour ce qui est des réseaux sociaux, en tout cas, il a favorisé de toute façon l'émergence de la parole des femmes. Après, il y a toujours des choses qui sont quand même faites dans le sens où ça nuit quand même à leur réputation, où on les juge beaucoup sur le physique. Parce qu'il faut savoir qu'une femme va être toujours plus jugée sur son physique quand même que les hommes, en tout cas les présentatrices télé. Cécile Delarue me disait d'ailleurs que chaque fois qu'elle apparaissait à l'écran, c'était pour parler de ses cheveux, c'était pour parler de ses seins, c'était pour parler de plein de choses. Il y a cette pression toujours courante là, dans le milieu médiatique, encore plus. C'est un monde de paraître et on parle beaucoup de ça aux femmes dans les milieux médiatiques. Oui, il y a beaucoup de ça et puis même elle me disait qu'on lui a donné un surnom, on lui a donné le surnom de Viagra de la PAF, c'est-à-dire Viagra du panel audiovisuel français. C'est quelque chose qui est assez
dur à entendre de la part de ces rédacteurs ou des gens qui travaillent avec toi. Mais je pense que c'est encore plus dur quand tu rentres chez toi, tu ouvres tes réseaux et en fait, tu es aussi bombardé sur le fait que on a vu ta poitrine, tes cheveux n'étaient pas comme ci, pas comme ça. Donc les réseaux sociaux, ça a permis de libérer la parole de la femme, mais comme je dis, les actions vaut mieux que les paroles. Donc les réseaux sociaux, ça a servi à émanciper. Mais d'un autre côté, ça les enferme aussi. Vous avez de la chance d'avoir une perception du journaliste qui est autant au niveau de la France que du Québec. Quelles sont les différences que vous voyez entre les deux là, sur le traitement de la femme dans le métier journalistique de la France par rapport au Québec ou l'inverse? Déjà, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a un peu une blague qui dit que la France a 5 ans de retard sur de toute façon l'Amérique en général, surtout technologique, avancée, idéologie, tout ça. Et je pense que c'est totalement vrai dans le sens où MeToo n'a pas eu le même effet de toute façon en France et en Amérique. Après, ce que j'ai remarqué à travers les différentes femmes avec lesquelles j'ai échangé, c'est que en France, il y a une espèce de rancœur parce que personne ne tombe. Ici, c'est quand même pris en compte, le fait qu'il y a des femmes qui aient des difficultés, tout ça. Les gens font beaucoup plus attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent. Ici, on va dire que la misogynie ou le sexisme est devenu plus subtil, on va dire. Si on veut mettre une femme dans une position de soumission dans une rédaction, on va le faire en mettant des tout petits gestes, en ayant des paroles un peu plus évasées, discrètes. Alors qu'en France, c'est vraiment, comme on dit, brut de décoffrage, c'est-à-dire on va faire cette blague sexiste ou misogyne, et puis on sait que de toute façon les conséquences n'iront pas plus loin. C'est différentes formes de misogynie ou sexisme. Après, en France, c'est beaucoup plus intégré parce que il y a beaucoup moins de personnes qui sont poursuivies. Très éclairant et surtout éducatif. Merci beaucoup Anaïs Vuagnou pour cette entrevue. Merci à vous. Et l'émission Top Chrono tire déjà à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et restez en onde parce que juste après, on parle de décarbonisation d'Hydro-Québec avec Esther Soliot. Le gouvernement voit la crise climatique comme étant une opportunité d'affaires d'abord et avant tout. On commence par le développement économique. Bonne soirée à tous.